Amis de la chouette, vous êtes sur le podcast des belles lettres. Je m'appelle Camille Pêche de la Close et je vais vous accompagner tout le long de cette saison. Dans ce nouvel épisode de la saison 1 du podcast des belles lettres, vous aurez le plaisir d'écouter deux amis de longue date, l'un philosophe des sciences, Vincent Bontemps, et l'autre astrophysicien, Roland Lehoucq. Tous deux travaillent comme chercheurs au sein du CEA, autrement dit le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Je commence, si vous le voulez bien, par vous présenter Vincent Bontemps. Amateur de chapeaux et lunettes fines sur le nez, il aime à s'abandonner à la rêverie devant le crépitement d'un feu, un livre de Gaston Bachelard à la main. Bachelard, il faut dire qu'il le connaît sur le bout des doigts. Il a su saisir la matière singulière, je dirais même élémentaire, de sa pensée, aussi subtile en science qu'en poésie. D'ailleurs, Vincent Bontemps a brossé un portrait très complet du philosophe à la belle barbe blanche, paru aux belles lettres dans la collection Figures du savoir. C'est toujours dans le sillage de Bachelard qu'il a coécrit avec Roland Lehoucq Les idées noires de la physique, un petit volume illustré qui n'hésite pas à percer les plus sombres idées de la physique. Ciel noir, corps noir, trou noir, matière noire et énergie noire voient leur obscurité dissipée à la lumière de leurs brillantes explications, parce que complémentaires, qui combinent l'épistémologie à ce qu'il nomme la psychanalyse des ténèbres. Comme souvent dans la vie, les complexités intellectuelles essaiment dans différents champs du savoir, dont on saisit après coup les multiples résonances. Roland Lehoucq et Vincent Bontemps partagent ainsi une fascination commune pour la science-fiction. On trouve dans la bibliothèque imaginaire de Roland Lehoucq une figurine de Superman, des exemplaires de Tintin et son mythique Temple du Soleil, sur lequel il s'est penché dans un livre à la démarche très originale, mais aussi tout Tolkien, et je gage que nos deux compères ne boudraient pas à un énième visionnage de Star Wars. En parallèle de son activité nourrie de chercheur en astrophysique et de son enseignement à Polytechnique ou à Sciences Po Paris, Roland Lehoucq préside le très couru Festival des Utopiales à Nantes, qui se tient chaque année, et écrit depuis plus de 20 ans dans la revue Bifrost, au sein d'une chronique baptisée Scientifiction. Nous touchons justement au centre gravitationnel de notre épisode, le tout petit tiret qui relie la science à la fiction. Est-ce que ce tiret signifie une saine opposition entre ces deux termes, qui ne pourraient s'agglomérer sans perdre leurs caractéristiques respectives ? Si j'ouvre un dictionnaire, voici ce que je trouve pour la science, dans son acception générale. Ensemble des travaux et des résultats des sciences, connaissances exactes, universelles et vérifiables exprimées par les lois. Et voici ce que vous pouvez lire pour fiction. Fait imaginer, opposé à réalité, construction imaginaire. Avoir accolé ces deux mots pour en bricoler un autre ne manque donc pas d'audace, vous en conviendrez. D'un côté, vous avez une pensée rationnelle qui procède par la vérification de faits observables selon des méthodes précises. Et de l'autre, vous naviguez dans l'invention pure qui n'a a priori pas besoin de se rattacher à une étude stricte et rationnelle du réel, mais s'autorise au contraire une liberté infinie. C'est que, plus qu'une opposition, si l'on en croit toujours le dictionnaire, le tiret de science-fiction désigne une extrapolation des données de la science ou de la technologie, et ce, pour nourrir un genre littéraire et artistique dont on connaît mal l'histoire, nous y reviendrons plus tard. Ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est d'envisager l'extrapolation dans l'autre sens. Pourquoi la science n'extrapolerait-elle pas, elle aussi, ce que la fiction met en œuvre ? En d'autres mots, en quoi la fiction peut-elle aider la science à penser, voire à se penser ? Je laisse à présent la parole à Vincent Bontemps et Roland Lehoucq pour une conversation libre, au cours de laquelle ils commenteront un extrait d'un auteur dont je vous révélerai le nom plus tard. Un seul indice cependant, ne regardez pas du côté du futur, avancez vers l'arrière. Et j'aurai comme à chaque épisode le plaisir de vous retrouver à la fin pour conclure le débat. Bonne écoute! Alors par rapport à la définition de la science qui a été proposée, on pourrait apporter une précision, parce que c'est une définition assez tautologique qui a été donnée, c'est que la science, si on veut une définition qui englobe le plus possible, qui soit le plus générique possible, c'est une explication rationnelle par des causes naturelles des phénomènes. Et dans ce cadre-là, on peut voir que ça permet de mettre aussi bien en effet l'histoire que la physique dans un même cadre. Et ce que cela exclut visiblement, bon, c'est de parler justement d'autre chose que ce qui a été observé dans l'espace dans le temps. Donc ça exclut la métaphysique, ça exclut les fictions aussi, puisqu'on doit expliquer les phénomènes.
que l'explication, elle doit avoir une cohérence, donc au moins logique, sinon mathématique, parce que c'est une explication rationnelle, mais surtout, c'est la nature des causes qui peuvent être invoquées. Et cette cause doit être naturelle. Alors bien sûr, ça n'exclut pas qu'à un moment donné, on se soit trompé, qu'on ait eu dans cette définition, qu'on ait admis des choses que par ailleurs, on a retirées par la suite. Ça, c'est évident, mais c'est déjà une matière d'exclusion, on va dire, du merveilleux, du surnaturel qui se présente en tant que surnaturel, donc du divin, et ça limite quand même le champ d'une façon intéressante qu'on peut réviser, mais qui est provisoirement satisfaisante. Et je pense que ce n'est pas sans rapport avec la définition de la science-fiction elle-même dans le champ de la littérature. Alors, la définition de la science-fiction, il n'y en a pas vraiment une unique, en fait. Il y a tout un tas de gens qui ont essayé de définir ce qu'était la science-fiction. Mais pour reprendre le mot rationnel, il y a Pierre Versin, un auteur de science-fiction, mais aussi grand critique de science-fiction, grand collectionneur de science-fiction. C'est lui, sa collection, qui a fondé le musée d'Ailleurs à Yverdon, en Suisse, définissait la science-fiction comme une conjecture romanesque rationnelle. Et un ami et aussi auteur de science-fiction, Claude Eken, lui a une manière d'analogie ou de petite discussion pour comparer, pour séparer ce qu'est la science-fiction de ce qu'est le fantastique ou ce qu'est la fantaisie, si on prend les trois genres réputés genres de l'imaginaire avec un grand I. Pour ça, il part d'une situation et il la décline selon différents procédés qui se rapportent à chacun des trois genres. Alors la situation, c'est on rentre dans une pièce et on voit un chat assis sur un canapé et ce chat vous parle. Alors évidemment, c'est une situation plutôt étonnante quand on voit notre vie habituelle, mais l'histoire se poursuit en science-fiction si le chat qui vous parle est étonnant, mais en réalité, vous vous rappelez que l'entreprise Yamaguchi fait des chats biologiquement modifiés qui parlent, ou que telle autre entreprise fabrique des chats robots extraordinairement ressemblants, des sortes de chatoïdes, si j'ose dire, d'androïdes chats, qui ressemble extrêmement à un chat et il se trouve qu'il parle. Donc il y a une raison rationnelle à cette surprise de voir un chat qui parle. Alors en fantasy, c'est assez différent parce que les chats parlent, c'est assez naturel. D'ailleurs, les animaux vous parlent éventuellement spécifiquement à vous parce que vous êtes doté de quelques capacités pour comprendre les animaux. Vous êtes un sorcier, vous êtes un mage, vous êtes quelqu'un qui savait parler aux animaux. Mais en tout cas, les animaux parlent, il n'y a aucune surprise particulière. Et si vous êtes dans le fantastique, le chat vous parle, c'est toujours une surprise, mais simplement la surprise vient pas du fait que le chat parle, mais que ce même chat, le matin, le même chat dans le même endroit, vous êtes sûr que c'est le même, là il ne parlait pas, il miaulait habituellement comme un chat. Et donc du coup arrive une situation un peu douteuse où vous savez pas trop si c'est votre cerveau qui a des problèmes, vous hallucinez, ou si c'est le réel qui s'est fracturé, et donc l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, d'ailleurs des auteurs de science-fiction comme Philippe Cadic ont mis les deux à la fois, et donc il y a une sorte d'inquiétude qui se dégage de cette situation anormale. Donc voilà un peu les trois modes que Claude Eken m'avait suggéré pour bien comprendre, pour faire comprendre comment fonctionne la science-fiction vis-à-vis des autres littératures de l'imaginaire et qu'est-ce qu'elle a de spécifique. C'est-à-dire qu'elle est vraiment l'idée de pouvoir que le lecteur ou la lectrice puisse débrancher son module d'incrédulité et puisse suivre l'histoire, même si elle paraît parfois folle. Enfin, il peut y avoir des éléments techniques ou scientifiques qui sont un peu exagérés, voire faux, mais que l'on puisse débrancher son module d'incrédulité sans risque, en allant jusqu'au bout, en étant en accompagnant l'auteur ou en étant accompagné par l'auteur jusqu'au bout de l'histoire. Donc cette nécessité de rationalité, elle est fondamentale dans la science-fiction. Oui, par rapport au choix de Lucien, alors c'est assez habituel pour les auteurs de science-fiction quand ils recréent une généalogie et qu'ils se cherchent des précurseurs, de citer Lucien, principalement pour le texte que vous citez, c'est-à-dire Histoire véritable, où il y a le premier voyage dans la Lune de la littérature, en tout cas de la littérature occidentale. Je sais pas, il y a peut-être d'autres cas, mais il est connu pour ça. Simplement, on voit bien à la lumière, il y a deux choses à observer. Finalement, si on se replace dans le contexte du livre de Lucien, de l'écriture de Lucien, elle ne répond pas à l'intention qui dirige la science-fiction d'ordinaire. Il y a bien des thèmes de science-fiction, et on est très content de pouvoir mettre Lucien dans la généalogie de la science-fiction, mais Lucien recherche un tout autre but dans son écriture. Et donc, il y a une attitude très spécialement ironique. Pour le coup, des fois, dans certains textes de science-fiction, la science-fiction se moque d'elle-même ou introduit une posture ironique qui vient de Lucien, mais qui n'est pas propre à la science-fiction. La science-fiction serait plutôt dans ce pacte qui est fait de ne pas déroger aux informations
à nos anticipations rationnelles sur la marche du monde. Voilà. Et de fait, Lucien prend précisément le parti inverse dans ce texte, et en s'écartant volontairement et en le disant par rapport à la vraisemblance et le souci de véridicité. Alors, néanmoins, il y aurait la deuxième chose, et qui peut nuancer la différence que je viens d'établir entre science-fiction et la précurseur, c'est que précisément, avant d'arriver à la formule très particulière qui a été celle de la science-fiction, nous avons vu toute une série d'extrapolations ou d'hypothèses ou de choses qui allaient au-delà des connaissances d'une époque, qui ont pu être utilisées sous forme de rhétorique spéculative ou sous forme d'anticipation ou sous forme de rêve dans la littérature, et qui ont pris diverses formes. Et la science-fiction n'est que le dernier avatar. Donc, y compris par des scientifiques, le fait d'utiliser ce procédé qui est caractéristique de la science-fiction, c'est-à-dire d'aller un pas au-delà de ce qu'on considère possible à un moment donné, dans un état des connaissances données, c'est très précisément quelque chose qui est utilisé par la littérature, mais aussi par les savants à certains moments, et qui donne lieu à des conjectures, voire des expériences de pensée. Alors dans le cas des savants, on peut citer Kepler aussi dans la généalogie de la science-fiction, avec le songe, le somnium, qui envoie aussi son personnage dans la Lune, qui n'est pas une œuvre de science-fiction au sens d'une conjecture rationnelle, mais il a une propriété qui le classe, ce somnium, dans la généalogie de la science-fiction, pour une question de décentrement. Ce que fait Kepler, il envoie son personnage sur la Lune par l'entremise de démons, donc il y a pas vraiment de technique particulière pour aller sur la Lune, on se débrouille pour y aller avec les moyens du bord, mais de la Lune, il lui arrivait plein de choses, mais de la Lune, il peut aussi, ce héros, constater que le système héliocentrique fonctionne, qu'on est à un autre endroit que sur la Terre. On voit très clairement, puisque sur la Terre on est coincé par le fait que malgré tout le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et semble tourner autour de la Terre, mais quand on n'est plus sur la Terre, alors on voit la vérité du système solaire, qui est le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour, la Lune elle-même tournant autour de la Terre. Et donc par cette opération de décentrement, Kepler veut aussi nous montrer, nous révéler, finalement nous faire comprendre qu'il y a d'autres positions d'observation, et que si on était capable d'y aller, alors nous verrions le monde tel qu'il est réellement. Alors que sur Terre, nous sommes coincés par les apparences du monde tel qu'il nous apparaît sur la planète. Et donc ce SI et cette possibilité de décentrer les personnages en faisant ni plus ni moins finalement qu'une manière d'expérience de pensée, là c'est pas tout à fait une expérience de pensée, mais ça commence à y ressembler un peu, eh bien la science-fiction, et donc Kepler dans le Somnium en particulier, opère une opération de décentrement mental qui permet de voir le monde, notre monde, sous un autre jour, sous un autre angle, d'un autre lieu. La science-fiction fera aussi dans un autre temps, dans le futur, bien souvent dans le futur, mais aussi dans le passé. Et donc un théoricien de la science-fiction qui s'appelle Darko Suvin a défini la science-fiction comme la littérature du cognitive estrangement, de la distanciation cognitive, du fait que elle permet, par les hypothèses qu'elle met en place, mais hypothèses rationnelles, elle permet de changer de position mentale en finalement étant ailleurs et demain, pour reprendre le titre d'une grande collection de science-fiction, en étant dans un autre lieu, en un autre temps. L'exemple que tu as choisi, Roland, est particulièrement parlant, parce qu'on trouve dedans à la fois ce qui fait la racine commune, on va dire, de l'expérience de pensée scientifique, de la fiction, et même de sa représentation, parce que dans le décentrement, voilà, on a la représentation, pour ainsi dire, métaphorique ou analogique de l'acte qu'on essaye d'opérer mentalement. On essaye d'opérer une sorte de défixation par rapport aux certitudes du sens commun, par rapport aux habitudes de pensée, pour se mettre dans un autre référentiel dans lequel il devient possible de conjecturer, de penser, d'obtenir des développements, quitte après à gérer un retour vers le réel, contraste ou au contraire en ayant découvert un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Et c'est quelque chose qui est recherché, donc là on a cité Kepler, mais les expériences de pensée qui sont à l'œuvre chez Galilée cherchent à opérer cette conversion du regard chez celui qui l'opère, hein, et c'est une opération aussi qui était pratiquée par les philosophes et par la fiction. Alors je disais, en plus, c'est très parlant parce que Kepler ne prend pas la peine d'élaborer un raisonnement où il aurait à inventer justement une pseudo-explication rationnelle de ce décentrement. Non, là, il va à la facilité, il parle de démons. Et donc, il utilise le merveilleux, mais pour opérer cette opération qui finalement a une finalité rationnelle. Ce qui prouve bien que
si c'est très éclairant, ce qu'on a précisé, voilà, de la tripartition entre le fantastique, la science-fiction et la fantasy, il n'en demeure pas moins qu'il peut y avoir des zones de recoupement, d'empiètement les uns sur les autres, des collaborations, des articulations. Tout n'est pas, enfin, c'est bien connu de tous les gens qui travaillent sur les genres littéraires. Il y a des frontières, il y a des interférences. Et donc le fait est que là on a l'emploi d'un thème merveilleux, le démon, qui est voilà, pour arriver en fait à une constatation qui elle est de l'ordre du rationnel. Et dans la poursuite de l'histoire comme ça, de la généalogie qui mène à la science-fiction, on voit assez constamment ces zones d'interférence entre ce qui relève de la spéculation rationnelle philosophique, ce qui est de l'ordre d'une fiction peut-être comique, voilà, la racine et ironique de Lucien ne manque jamais de reparaître, et puis des thèmes, on va dire, qui relèvent d'un merveilleux plus traditionnel ou voilà ou convenu. Et bon, dans ces éléments-là, il y aurait aussi à citer Cyrano, voilà, donc dans le voyage, le principe qui emmène Cyrano sur la Lune, c'est un principe tout à fait invraisemblable, puisque c'est la rosée. Oui, il y a les aimants aussi. En jetant un aimant, en ayant un aimant sur soi, en en jetant un devant, on est attiré par l'aimant qu'on a jeté, on avance, on récupère l'aimant et on recommence. Donc là, c'est l'équivalent de Munchausen qui se soulève par la culotte, je veux dire, en se tirant lui-même, il arrive à se soulever. Donc là, évidemment, que la mécanique newtonienne a mis le holà à ce genre de facétie technique. Bon, et dans le merveilleux grand ouvrage rétrofiction, hein, écrit par des gens que tu connais, que tu as connus. Joseph Alterac et Guy Coste, Joseph Alterac trop tôt disparu et Guy Coste qui ont fait un travail absolument stupéfiant de collection, de recensement, de documentation sur l'œuvre de science-fiction avant la science-fiction, avant que science fiction soit prononcée. Exactement. Et il y en a quand même 2 gros volumes, et ce n'est que la partie française. Il faut savoir en fait que on trouverait des quantités comparables, peut-être pas égales, mais comparables dans les autres grandes langues littéraires européennes. Et donc il y a et le thème qui est le terme qui est employé pour recenser ce qui est dans la tradition française, c'est assez parlant puisque c'est le merveilleux scientifique. On voit là cette alliance entre un étrangement par rapport à ce qui est convenu comme étant le possible et qui relève donc assez traditionnellement du merveilleux, mais qui forcément ici se couple avec un thème scientifique. Un grand auteur de ce courant, mais qui en fut aussi le théoricien, et à vrai dire, si on relit son écrit théorique sur le merveilleux scientifique, je veux parler de Maurice Renard, mais il a écrit un article qui s'appelle « Du roman merveilleux scientifique et de son action sur l'intelligence du progrès », qui est paru dans le numéro 6 du Spectateur en octobre 1909, puis il a écrit « Le merveilleux scientifique » pour insister sur l'identité de ce courant littéraire dans La vie numéro 16 du 15 juin 1914. C'est pas ma propre érudition, je suis en train de consulter l'excellent recueil Rétrofiction. Eh bien, en fait, toutes les possibilités et toutes les limites de ce qu'on peut faire comme réflexion philosophique et scientifique à partir de la science-fiction sont déjà indiquées. C'est extrêmement lucide sur les qualités spéculatives qu'on peut trouver dans ce genre, aussi sur ses limites et sur l'importance que ça doit être aussi un courant littéraire en tant que tel. Et Fleur Hopkins, qui est la grande spécialiste de ce courant, m'a fait comprendre que néanmoins il y avait une différence assez prononcée avec la science-fiction. C'est le fait que dans les romans de merveilleux scientifiques, en règle générale, il y a bien ce type d'hypothèse qui fait que quelque chose devient possible techniquement, scientifiquement, qui ne l'était pas, mais ça reste dans un cadre individuel. C'est-à-dire, il y a un explorateur, un découvreur, un inventeur qui est mis en présence d'un phénomène tout à fait nouveau et perturbant, et on observe dans le cadre de son existence à l'exploration de ce que ça change dans son existence. Maintenant, la science-fiction a eu la capacité, la science-fiction, donc tu vas y venir, c'est un courant américain, de développer ça à une autre échelle, c'est-à-dire de penser les conséquences
de cet écart au possible, mais pour toute une société. C'est pas toujours le cas, mais contrairement aux merveilles scientifiques où ça n'est jamais le cas, c'est souvent le cas. C'est souvent les conséquences sociales, politiques qui peuvent être mises en scène à partir d'une modification de l'état de nos connaissances et de nos possibilités techniques. Voilà. Oui, dans le merveilleux scientifique, Maurice Renard, lui, le définissait comme c'est la science poussée jusqu'à la merveille et la merveille envisagée scientifiquement. Donc il y a vraiment cet aller-retour entre les deux pôles, si je veux dire, le pôle merveilleux, purement imaginaire, purement fantaisiste, d'un côté, et peut-être de l'autre côté un pôle très rationnel, très technique, très scientifique, représenté par le monde scientifique. Et c'est vrai que dans les œuvres de fiction, comme tu le disais Vincent, de science-fiction qui ne s'appelait pas science-fiction, qui s'appelait même pas merveilleux scientifique, puisque Maurice Renard nomme merveilleux scientifique ce genre qui émerge en Angleterre. Alors on le voit avec Wells. En France, alors Renard considère pas que Jules Verne fasse partie du merveilleux scientifique. Enfin, au niveau mondial, Jules Verne reste quand même un des grands précurseurs de la science-fiction, enfin reconnu au niveau mondial. C'est pas juste moi qui le dis, c'est les Américains, les Japonais, enfin beaucoup d'autres gens reconnaissent à Jules Verne des qualités littéraires évidemment et de généalogie dans la généalogie du genre de la science-fiction. C'est vrai que dans Jules Verne, la science, elle est là, où les techniques sont souvent là pour l'exaltation, en fait. Il y a aussi un aspect didactique chez Jules Verne. Il y a une volonté d'exalter la jeunesse, la population en général, mais la jeunesse en particulier, par les découvertes scientifiques et techniques, et de montrer les mondes incroyables qui sont sur Terre, ne serait-ce que sur Terre, ne serait-ce que les océans, pensons au Nautilus de Nemo, montrer tout ce qu'il y a sous les océans et qui échappe à notre regard. Et pour ça, il invoque des machines extraordinaires, dont le Nautilus est un emblème, mais bien d'autres encore. Alors, malgré tout, du côté de Jules Verne, alors mais bien plus chez Wells, du côté de Jules Verne, il y a quand même l'idée qu'on puisse envisager les conséquences de ces machines. Dans le cas du sous-marin du capitaine Nemo, dans le cas du Nautilus, bon, il y a les merveilles. C'est un salon bourgeois qui est mis dans un engin qui va sous l'eau. Et puis de ce salon bourgeois, on observe les merveilles de l'océan. Mais il y a aussi la possibilité pour Nemo, et il le montre à ses, je vais dire invités, on va dire comme ça, mais ils sont pas tout à fait invités, mais enfin, à ses invités, qu'il est capable de couler impunément des navires, notamment les navires anglais qu'il déteste, parce que Nemo est un Indien, il déteste les Anglais, il les coule impunément. Donc il est capable, avec son unique Nautilus, qui a à sa disposition toutes les ressources de l'océan, du plancher océanique dans le volume des océans, avec son unique sous-marin, il domine la puissance maritime de surface mondiale de l'époque qu'est l'Angleterre. Et donc il y a quelque chose comme une conséquence finalement très géopolitique, on pourrait dire, de la possession d'un unique sous-marin comme le Nautilus. Donc il fait un effort conceptuel pas négligeable en inventant d'une certaine façon le sous-marin électrique, mais surtout là où c'est plus intéressant, et c'est là où ce qui va devenir la science-fiction sera franchement intéressante, et le travail de Wells et ce que promeut Maurice Renard à travers le merveilleux scientifique est intéressant, c'est les conséquences, d'envisager les conséquences de ces éléments scientifiques et techniques. Qu'est-ce qui se passe si j'ai cette machine incroyable qui fait telle et telle chose? Et comment évoluent, alors plutôt les personnes, comme le disait Vincent, et ensuite, comment évoluent les sociétés, comment évoluent les peuples, alors qu'ils soient humains, évidemment, humains sur Terre ou dans l'espace, mais aussi les extraterrestres comme miroir des humains. Et un des grands de l'âge d'or de la science-fiction, Robert Heinlein, un auteur américain, dans les années 50, donne une conférence et justement définit la science-fiction comme une expérience de pensée sociale et politique des conséquences du progrès technique. Et il dit que pour cette raison-là, la science-fiction, c'est la littérature la plus intéressante, parce que c'est la seule qui fait ça, et qu'elle permet, par ses erreurs de pensée, d'envisager des situations qui sont pour l'instant hors de portée, ou trop dangereuses pour être réalisées en pratique, trop dangereuses ou trop compliquées pour être organisées en pratique. Et donc il donne à la science-fiction un rôle littéralement de penser sur le monde, et de penser sur le monde avec la technique, en intégrant explicitement la technique et les sciences, puisque finalement, sciences et techniques, l'humanité, on pourrait dire, a coévolué avec les sciences et techniques qu'elle a produites. Elle a produit des techniques qui l'ont transformée, et à son tour, ces transformations ont permis à l'humanité de produire de nouveaux objets. Donc là, de ce point de vue-là, et dans la généalogie que traçait Vincent et en arrivant à Maurice Renard, on arrive ensuite avec ce saut vers les États-Unis, puisque c'est un luxembourgeois, Hugo Gernsback, qui émigre d'Europe aux États-Unis et qui importe ce genre de littérature qui ne s'appelle pas encore science-fiction aux États-Unis.
lui-même publiant, commençant d'abord par éditer, étant éditeur de magazines de vulgarisation scientifique et technique, comme Modern Electrics par exemple, donc des choses qui expliquent l'électricité, la radio, comment fabriquer son poste à galène par exemple, voilà le genre de petites fiches qu'on peut trouver dans ces magazines, et publiant de temps en temps des romans ou des extraits de romans de Wells, de Verne, de Rosnier, de ces auteurs anglais, français, européens en général. Et ces textes ayant un certain succès, eh bien, il va fonder une revue qui s'appelle Amazing Stories, qui sera The Amazing Stories, the magazine of scientific fiction. Il va d'abord nommer ce genre, pour l'usage américain qu'il en fait, scientific fiction, science-fiction, avant de l'appeler science fiction quelques années plus tard, après quelques péripéties. Et donc le mot science fiction est né aux États-Unis, mais c'est une littérature qui est fondamentalement de racines européennes, importée par un luxembourgeois qui a émigré avec ses bagages et cette littérature dans ses bagages. Oui, on peut dire que la science-fiction, en tant que label, est une innovation. C'est véritablement la création d'une identité pour un produit, un certain courant littéraire, accompagné d'une définition valorisante, qui est alors, pour le coup, l'idéologie fondatrice, c'est vraiment celle de l'anticipation. Alors Gernsback et ensuite son continuateur John Campbell sont des gens qui sont persuadés que la fonction littéraire et sociale de la science-fiction, c'est d'anticiper le progrès. Donc on voit s'affirmer ce pacte très particulier avec le lecteur, qui est de lever son incrédulité par rapport aux possibilités de la science et de la technique, tout en refusant normalement tout ce qui justement ne relève pas de l'explication rationnelle et des causes naturelles. Et donc il y a ça qui se met en place, et ils écrivent, l'un comme l'autre peut écrire que leur but est de donner une vision finalement réaliste, mais en étant en avance sur leur temps. Ce qui correspond à une frange très étroite, assez vernienne, faut bien dire, assez vernienne, de toutes les expériences et combinaisons qui ont été tentées auparavant dans les littératures russes, allemandes, anglaises, italiennes, françaises, dont Gernsback, en bon luxembourgeois au carrefour de l'Europe, était le possesseur. Et donc c'est une innovation au sens, voilà, il a opéré une sélection, il la présente sur un autre marché, le marché américain, et ça va très bien marcher. Voilà. En même temps, les potentialités de ce genre littéraire n'ont pas été réduites, on va dire, à cette définition. C'est-à-dire, dès le départ, il fait une place aussi à des livres de Wells, où il y a des hypothèses extrêmement au-delà de la vraisemblance scientifique qui peuvent être données. Donc il y a des choses qui, ne serait-ce que la machine à voyager dans le temps, qui à l'époque relève encore de spéculation philosophique, mais qui n'a jamais été conçu comme étant à la portée d'une innovation, on va dire, technologique, et qui était déjà. Et donc il y a cette mise en place de la science-fiction qui est à la fois référée à une idéologie relativement restrictive, celle de l'anticipation, et qui en réalité donne lieu à ce jeu dialectique qu'on a exposé à propos de Maurice Renard, mais qu'on aurait pu trouver ailleurs, mais qui est de dire jusqu'à quel point, par des explications rationnelles, nous pourrions rendre raison de phénomènes totalement incroyables ou considérés comme merveilleux, et d'une part, et d'autre part, en instillant du merveilleux, quelles sont les extrapolations de la science qu'on peut se donner et de la technique qui nous amènent à des choses pareillement incroyables. Et cet aller-retour, où cette fois-ci il y a véritablement la défixation n'est pas juste de l'ordre de l'anticipation, l'extrapolation, mais c'est une véritable défixation, et on se trouve dans un cadre de référence différent, et une caractéristique qui va être expérimentée de diverses façons par la science et la science-fiction, surtout. C'est ça dont je voulais parler, la science-fiction. La question est, à partir de quel moment, et à mon avis c'est assez tôt, les scientifiques eux-mêmes trouvent un plaisir, on va dire, particulier à fréquenter cette littérature-là. Et parce qu'il y a une dévaluation de la science-fiction par rapport au monde littéraire, elle est mal considérée, et donc c'est une des raisons pour lesquelles elle a jamais réussi à percer en Europe. C'est une domination culturelle extrêmement répressive dans les champs culturels européens,
et comment, en étant transposée aux États-Unis, elle va être valorisée d'un point de vue pratique. On a dit que Karl Spaak l'avait mise dans des revues de vulgarisation technique et scientifique, mais aussi elle va finalement se trouver dans une forme de valorisation par d'autres élites qui sont les élites scientifiques elles-mêmes. Certains des auteurs de science-fiction étant d'ailleurs eux-mêmes des scientifiques. Absolument. Certains des auteurs de science-fiction étant eux-mêmes des scientifiques. Il y a un des exemples les plus frappants de cette, je vais dire, interaction forte entre scientifiques s'intéressant à la science-fiction au-delà de la merveille technique, parce que les scientifiques peuvent être là intéressés par les merveilles techniques qui sont proposées, soit pour les critiquer, soit pour s'en inspirer, peut-être pas, mais en tout cas se dire ça serait bien si on arrivait à faire ça, mais enfin on n'est pas prêt de le faire, mais quand même ça tourne un peu dans le cerveau. Mais aussi sur les conséquences qui sont envisagées de ces progrès scientifiques et techniques. Et un des exemples les plus frappants peut-être de cette interaction, ça vient un peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, à deux instants. D'abord, il y en a un, c'est un texte de science-fiction qui est publié par un auteur qui s'appelle Cliff Cartmill, qui s'appelle Deadline, et c'est une action qui se passe sur notre planète, et il y a deux peuples qui sont en guerre, les Seyla, donc c'est Allies à l'envers, Allies en anglais, les Alliés, et les Sixa, c'est Axis à l'envers en anglais. Donc on est dans la Seconde Guerre mondiale, c'est assez transparent, il y a les forces de l'Axe et les Alliés. Et l'intérêt du texte de Cartmill, c'est qu'il détaille avec beaucoup d'aspects tout à fait pertinents ce que pourrait être une arme utilisant l'uranium-235, qui sera utilisé en 1945, funestement, sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki par les Américains. Mais là, on n'est pas du tout en 1945, on est en mars 1944, le projet Manhattan est un projet secret. Personne ne sait, à part ceux du projet Manhattan, quelques scientifiques, et de l'autre côté, des côtés de l'Axe, des forces de l'Axe, personne ne sait qu'on puisse faire une bombe avec l'uranium-235. Et voilà que Cliff Cartmill fait un texte qui expose ça avec quelques détails très pertinents. Donc ça, évidemment, attire l'œil du FBI. Et Campbell, dont parlait Vincent, John Campbell, qui est l'éditeur de la revue Astounding Science Fiction, dans lequel est publié le texte de Cartmill, eh bien reçoit la visite du FBI. Il leur explique que non, simplement, lui, il était physicien nucléaire de formation. Campbell, il lui a donné des billes à Cartmill. Il lui a dit, regarde ça, lis ça, lis ça. Il y avait des choses qui étaient publiées, qui existaient. Et Cartmill a fait simplement une élaboration un peu sophistiquée, mais finalement dépendant de ce qui était posé sur la table et en faisant une extrapolation qui est pas mal tombée. Des grands détails n'y sont pas, mais enfin, il y avait des choses tout à fait pertinentes. Bref, le FBI finalement est convaincu, semble-t-il, que de la bonne foi de Campbell, enfin de l'éditeur et de l'auteur, donc il les laisse en paix. Il leur dit non, mais quand même arrêtez de publier ce genre d'histoire, quand même, ça va pas. Alors Campbell dit non, il faut surtout pas arrêter, parce que si on arrête, ça va attirer l'œil de tous ceux qui nous lisent. Et vous n'imaginez pas à quel point des scientifiques nous lisent. Et Campbell, dans ses mémoires, mais beaucoup plus tard, a dit « Et je n'ai pas fait rentrer les gens du FBI dans mon bureau, où j'avais la grande carte des États-Unis, sur laquelle étaient épinglés tous les abonnés de Astounding Science Fiction. » Donc il avait une carte pour repérer un peu où ils étaient. Et heureusement qu'ils n'ont pas vu que dans un coin paumé du Tennessee, je crois, Oak Ridge, il y avait un nombre d'abonnements absolument considérable, dans un endroit où il y a juste rien. Et après la guerre, alors c'est Campbell qui l'a réalisé, parce qu'avant, comment pouvait-il le savoir? Oak Ridge, c'était un des endroits où le projet Manhattan était en pleine construction. C'est l'endroit où on enrichissait l'uranium puis le plutonium qui a servi pour les deux armes nucléaires. Donc tous les scientifiques là-bas, beaucoup étaient abonnés à son magazine, à sa revue de science-fiction, et lui, il en avait une trace claire sur son document. Il savait où ils étaient, alors que c'était un projet secret qui était construit au milieu de la campagne pour justement être loin de tout et loin de toute espionnage possible. Et puis, deuxième chose, mais en gros, même thème, j'ose dire quasiment le même thème et la même époque, c'est cette fois-ci Robert Heinlein, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui lui écrit une année plus tard peut-être, écrit un texte qui traite de la question des armes, disons de l'arme absolue. Dans un texte qui s'appelle « Solution non satisfaisante », les États-Unis utilisent une arme de destruction massive à base de nucléaire, qui ne fonctionne pas du tout comme les armes nucléaires qui ont été finalement utilisées, mais c'est une arme absolue. Quand on l'utilise, la victoire est assurée, l'ennemi ne peut pas répondre, et il est détruit ou mis à bas, pas instantanément, mais quasiment. Et donc, dans ce texte-là, il pose la question très claire, si un pays, en l'occurrence dans son texte, les États-Unis, possède une arme si puissante qu'elle est invincible, littéralement impossible à éviter, et qu'elle met à bas tout adversaire qui s'y opposerait, ou tout adversaire qui serait frappé par cette arme,
alors celui qui possède cette arme devient de facto dictateur du monde. Alors, dans le roman, il propose une solution non satisfaisante, d'où le titre, c'est pas un roman, c'est une nouvelle, dans le titre de la nouvelle, une solution non satisfaisante, et qui sera tout à fait fondatrice de ce qui s'appelle le plan Barouch, juste après la Seconde Guerre mondiale, l'idée qu'il faudrait une constitution d'une entité supranationale qui gère les armes nucléaires. Ça ne s'est pas produit finalement, mais il y a eu pendant quelques années, dans les années 46, la possibilité qui est ce plan Barouch qui voit l'œuvre, qui soit mise à l'œuvre, de sorte que l'arme nucléaire soit gérée de façon supranationale. Bref, au final, on voit que la science-fiction, elle touche des éléments techniques en étant pas exactement comme ça s'est passé, mais pas si loin, et dans ce cas spécifique-là, a été puissamment évocatrice pour les scientifiques qui travaillaient sur le projet Manhattan, et sur les sciences en général, mais sur le projet Manhattan en particulier, au point que Robert Heinlein, après la Seconde Guerre mondiale, a été invité par les scientifiques du projet Manhattan et qui lui ont dit explicitement ça les a fait énormément fait réfléchir, eux qui étaient dans l'aspect technique, presque dans l'aspect, on dirait geek, maintenant ils sont à fond, ils font leur super science et c'est génial, et comme disait Fermi, oui, l'arme nucléaire c'est vraiment une arme détestable, mais quand même quelle belle physique. Donc ils étaient un peu dans quelle belle physique. Et Heinlein, par son texte, leur a un peu ouvert les perspectives, ça les a pas arrêtés de faire ce travail, mais en tout cas leur a ouvert des perspectives qui se sont avérées funestement réalisées dans le réel. Donc on voit que ces deux œuvres-là et ce tournant singulier de l'histoire de l'humanité qui a été la Seconde Guerre mondiale et l'usage de l'arme nucléaire a mis en valeur la science-fiction clairement comme autre chose qu'elle était beaucoup au début, qu'une sorte d'enthousiasme un peu gamin, un peu béat devant les progrès scientifiques et techniques. On va dans l'espace, on exploite des astéroïdes, on va sur la Lune, on fait des bases lunaires, on fait des tas de choses incroyables. Oui, Roland, mais c'est ce qu'on aime aussi. Oui, bien sûr. Tu pointes là vers deux points qui sont des singularités, mais il faut pas oublier, je pense qu'on arrive au bout de la première partie, mais conclusion que la science-fiction est beaucoup plus riche que ces questions de validation par des anticipations réalisées ou même de son réalisme scientifique. C'est-à-dire, d'abord, on peut se rendre compte que proposer une déviation par rapport à l'état possible des possibilités techniques et l'état des connaissances, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser par la fiction dans n'importe quel point du temps. Hein. Après tout, vous pouvez raconter aussi des uchronies technologiques et ce sera le même principe d'écriture, d'accord ? Donc, le fait que vous y arriviez de façon vraisemblable en partant d'une déviation que vous mettez au présent, entre guillemets, est un cas particulier des possibilités spéculatives de ce genre d'hypothèse. La deuxième chose, c'est que la science-fiction, c'est assez rapidement... on n'a pas la certitude que les gens qui étaient dans le projet Manhattan, ils disaient, peut-être disaient-ils la science-fiction pour des côtés récréatifs, parce que eux, ce qu'ils kiffaient, c'était d'aller sauver des princesses martiennes. Hein. Je veux dire, il n'est pas du tout sûr que ce soit les nouvelles les plus sérieuses qui aient motivé leur intérêt pour ces revues. Et donc, on a vu une mosaïque, si on veut, de formes de science-fiction. Pour simplifier les choses, si on mettait un spectre, on dirait que d'un côté du spectre, il y aurait ce qu'on appelle en effet la hard science, qui est une science-fiction écrite par des gens très bien informés scientifiquement, techniquement, et qui par conséquent mesure très exactement les déviations qui sont opérées, les écarts au possible qui sont opérés dans les livres. Au point que Roland et moi, on aime bien un auteur qui est Charles Sheffield, et cet auteur finissait ses livres en expliquant ce qui relevait de l'impossibilité totale. Il essayait d'en mettre le moins possible, c'est-à-dire des choses qui sont en contradiction avec les lois connues de la physique. Et puis ensuite, il disait, non, mais alors, il y a d'autres choses, c'est une impossibilité parce que j'ai fait une hypothèse, mais on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. D'autres choses qui sont au-delà de nos capacités techniques, mais il n'y a rien qui l'interdit scientifiquement. Puis il y a d'autres choses, il dit, non, ça c'est possible techniquement, mais ce serait extrêmement coûteux énergétiquement. Donc on voit que les écarts au possible peuvent être de différents... Il n'y a pas qu'un seul possible. Il y a des possibilités énergétiques, sociales, même éthiques, matérielles, tout simplement. Puis il y a des possibilités qui relèvent des possibilités technologiques, de ce qui est de notre portée en capacité d'agir sur la matière, l'énergie, l'information. Puis enfin, il y a des choses qui relèvent d'impossibilités par rapport aux lois connues de la physique. On peut réviser, mais enfin, il y a certaines qui sont assez... on a peu de chances de les voir, de pouvoir les enfreindre, on va dire. Et donc, il y a et puis, il peut même y avoir des impossibilités qui seraient d'un ordre, je dirais, mathématico-métaphysique, et qui sont dans un cadre plus général, le voyage dans le temps faisant partie de cette dernière capacité, si on entend par là voyager dans le passé.
Donc, il faut voir que c'est un champ très large. Ce n'est pas un seul miroir, la science-fiction, pour la science. C'est une mosaïque, justement, qui peut donner lieu à différentes formes de réverbération ou d'expériences de pensée ou, au contraire, de contraste. Et je crois que c'est ça qui nous fascine, Roland et moi, quand on va aux Utopiales. C'est qu'en fait, on y trouve toujours matière à penser, mais pas toujours de la même façon. Né en Commagène, Lucien a pourtant voyagé à travers tout le bassin méditerranéen. Mais cet espace est trop étroit pour lui. Tel un de ses héros, Chiron, il aspire à fuir la monotonie. Il nous entraîne donc sur la Lune, dans le ventre d'une baleine, sur une mer peuplée de créatures monstrueuses et jusque dans les profondeurs de la Terre, dans l'étrange royaume des morts. Les 2 extraits qui vont suivre viennent des histoires vraies et de l'Icaroménipe. Quand je lisais tous ces auteurs, je ne leur reprochais guère de mentir, vu que c'était déjà l'habitude même chez ceux qui font profession de philosopher. Mais j'étais étonné qu'ils aient cru qu'on ne s'apercevrait pas que leur récit n'était pas vrai. C'est pourquoi, comme j'éprouvais moi aussi, par vaine gloire, le désir de laisser quelque chose à la postérité, je n'ai pas voulu être le seul privé de la liberté d'écrire des légendes. Puisque je n'avais rien de vrai à raconter, il ne m'était rien arrivé d'intéressant, je me suis tourné vers le mensonge avec beaucoup plus d'honnêteté que les autres, car je dirais la vérité au moins sur un point, en disant que je mens. Je crois donc que j'éviterai d'être accusé par les autres, puisque je reconnais moi-même que je ne dis rien de vrai. J'écris sur des choses que je n'ai ni vues, ni vécues, ni apprises d'autrui, et qui, en outre, n'existent absolument pas, et ne peuvent pas du tout exister. Par conséquent, les lecteurs ne doivent en aucune façon ajouter foi à ces récits. C'est un passage absolument merveilleux de Lucien, mais tout Lucien est merveilleux. C'est de loin mon homme préféré de l'Antiquité. Voilà, si on doit m'enfermer dans une pièce avec une personne, alors je parle pas le syriaque, ça va être un peu compliqué, mais quand même, ça sera Lucien que je choisirai. Oui, c'est un passage très très drôle et il cite plein de récits de voyage juste avant en disant que c'est des gens qui affabulent complètement alors que voilà ils prétendent rapporter le vrai. Donc il n'y a pas un rapport à la science, mais il y a un rapport à la connaissance dans le paradoxe qui est mis au début et qui est quelque chose qu'on peut reconnaître à la science-fiction. La science-fiction précisément se présente comme une fiction. Et donc elle vous donne une liberté de penser à partir de ce moment. Qui correspond à dont j'ai parlé comme opération de défixation. C'est-à-dire, se présentant elle-même comme une fiction, vous vous sentez beaucoup plus libre pour explorer les conséquences de ces expériences qui seraient trop dangereuses à réaliser dans la réalité pour le dire comme Heinlein. Et donc le paradoxe de Lucien est réellement un des éléments constitutifs du plaisir que nous prenons à manipuler la science dans la science-fiction. Roland et moi, par exemple, on aime bien emmener les gens sur Arrakis, sur la planète Dune. Parce que là-bas, on commence à parler de rapport entre le climat et la technologie, et c'est beaucoup moins angoissant que si on disait faites attention, on va vous parler de ce qui va se passer dans 30 ou 40 ans sur la planète Terre. Alors qu'on pourrait tenir des raisonnements aussi contraints et aussi difficiles dans ce cadre-là, exactement les mêmes. Mais ce que je veux dire, là, on se place dans une situation où on est dans la fiction et les gens en face de nous peuvent se prêter à l'exercice sans avoir à supporter déjà le traumatisme premier qu'on leur dise c'est une menace réelle, des choses comme ça. Et puis voilà, tout dans le texte est délicieux. Il ne cite pas Putéas parce que je pense que d'ailleurs ils doivent être contemporains, ils se connaissent peut-être pas encore un moment. Mais ce qui m'a fait toujours beaucoup rire dans l'histoire de l'Antiquité, voilà, c'est qu'il y a certains récits qui étaient vrais et qui étaient considérés pour faux. Et que c'est peut-être même l'une des racines pour lesquelles on croit que les Marseillais, qu'il y a des galéjades et que les Marseillais exagèrent toujours ou mentent, hein. C'est à cause du voyage de Putéas qui découvre le cercle polaire, donc le fait que le soleil ne se couche pas. Alors déjà, quand il écrivait ça, les gens commençaient vraiment à ne pas croire du tout à ce qu'il raconte. On va à un endroit et le soleil se relève sans s'être couché. Ben voyons.
Et puis l'histoire des maelstrom ou des narvals, c'est des poissons avec une épée au bout du nez, des trous des tornades qui se font dans les océans. Tout ça, il est revenu et vraiment, il est passé dans l'Antiquité. D'abord, on n'a rien conservé de lui, tout a brûlé dans la bibliothèque d'Alexandrie. Alors bon, ça, il y a d'autres choses, mais surtout, les choses qu'on a conservées de lui sont des extraits de gens qui se moquent de l'homme le plus menteur de tous les hommes. Ce qui m'a toujours fait beaucoup rire. Et voilà, d'une certaine manière, Lucien, en avouant son mensonge, s'est mis à l'abri de ce triste destin des mémoires de Putéas. Il y a un aspect aussi intéressant dans Lucien, c'est qu'il dit la seule chose vraie dans mon histoire, c'est que tout y est faux. Et c'est ça, c'est de la fiction. La science-fiction, c'est de la fiction, donc c'est faux par essence d'une certaine façon. Alors moi qui utilise pas mal la science-fiction pour ses vertus pédagogiques, c'est-à-dire on peut analyser les mondes qui nous sont présentés, on peut même enquêter sur ces mondes, c'est-à-dire déterminer sur ces mondes de fiction des informations qui n'y sont pas données explicitement par l'auteur, que ce soit en littérature ou au cinéma. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup quand je dois parler de comment fait-on pour d'abord extraire cette information, c'est comment font les scientifiques finalement pour extraire de l'information d'un objet, alors ça peut être un objet réel, naturel, mais là, d'une œuvre de fiction, donc quel est le mode de fonctionnement du cerveau scientifique, et ensuite de donner ces outils mentaux, ces outils de la méthode scientifique, appelons ça la méthode scientifique, pour penser, parce qu'ensuite, dans le réel, il y a des tas de discours qui se présentent comme vrais et qui sont faux, donc qui avancent masqués, alors que dans la science-fiction, son mérite, c'est qu'elle n'avance pas masquée, elle est explicitement une fiction. Donc la réponse à « est-ce que ce qu'on vous présentait est correct ?» La réponse est non. La question, c'est de maintenant, montrez-moi en quoi ça ne fonctionne pas, essayez de déterminer des informations qui ne sont pas données dans l'œuvre, non pas pour critiquer les œuvres, mais pour exercer les outils mentaux qu'on se forge petit à petit au cours de son enseignement, de son éducation, pour finalement comprendre le monde ou discuter du monde. Et ça la permet, ces outils-là permettent aussi, dans la situation réelle, dans le monde réel, de être un peu plus aguerri, un peu plus habile pour dissocier ce qui serait ce qu'on appelle fake news, ce qu'on appelle balivernes, ce qu'on appelle toutes les choses qu'on va vous faire avaler et qui ne sont pas très digestes en réalité, des choses qui relèvent plutôt d'une certaine vérité ou d'une certaine réalité scientifique ou d'une certaine réalité tangible. Donc là, la science-fiction, de ce point de vue-là, est pédagogiquement très intéressante puisque on sait que c'est faux par avance. La question, c'est de montrer en quoi c'est faux, quel raisonnement élaboré pour montrer que c'est peu plausible ce qui nous est montré. Encore une fois, non pas dans un but de critique et de jouer les censeurs scientifiques, mais d'essayer d'utiliser les outils mentaux qu'on apprend petit à petit pour faire jouer son esprit critique, faire jouer son esprit d'analyse. Et la science-fiction, elle, quand même, joue bien le jeu, parce que elle doit pouvoir, le lecteur ou la lectrice doit pouvoir débrancher son module d'incrédulité. Donc la science-fiction fait parfois, et dans la hard science beaucoup, de gros efforts pour faire science, pour paraître plausible, pour ne pas être immédiatement taxé de n'importe quoi ou d'incohérence ou de choses irrationnelles. Et donc il y a même un auteur de science-fiction qui s'appelle Hal Clement, a même imaginé quelque chose qui s'appelle The Game, il appelle ça The Game, il dit il y a un auteur qui réfléchit beaucoup, c'était plutôt un auteur de hard science, il n'a pas fait des œuvres impérissables, mais notamment une qu'on peut retenir, c'est Mission Gravité de Hal Clement, qui se passe sur une planète à la gravité extraordinairement plus élevée que celle de la Terre. Et il construit son monde avec beaucoup d'ambition scientifique, c'est-à-dire en étant extrêmement cohérent sur plein de choses. Le monde ne tient pas la route, mais pour le démonter, ça prend un certain temps. Et il dit, voilà, l'auteur de science-fiction, lui, réfléchit pendant des mois et des mois et des mois à rendre son monde cohérent. Et The Game, c'est le lecteur lit, découvre le monde et se fait plaisir, se fait divertir par le récit, mais aussi peut essayer de travailler ce monde et de voir à quel endroit il est fautif, à quel endroit il ne fonctionne pas, à quel endroit il fonctionne aussi, à quel endroit il fonctionne. Chacun ayant l'auteur un temps fini jusqu'à la publication du livre, le lecteur étant favorisé parce que lui il a a priori un temps, jusqu'à la fin de sa vie pour essayer de démonter l'œuvre. Et donc voilà, de ce point de vue-là, Lucien, c'est tout à fait excellent de dire moi j'avance pas masqué, ce que je vous dis. Il le dit une fois au début et après c'est parti, il déroule sa mécanique. À présent, on va vous lire un deuxième extrait des Histoires vraies. Toujours est-il que nous forçâmes le passage par la forêt et que nous parvînmes jusqu'à l'eau. Nous fîmes redescendre le bateau de la même manière, puis nous naviguâmes sur des flots purs et limpides, jusqu'au moment où nous nous trouvâmes devant un grand gouffre, créé par l'eau qui se séparait en deux, comme les failles que nous voyons souvent se former sur terre sous l'effet de séismes.
Nous amenâmes donc les voiles, et le bateau s'arrêta facilement au moment où il était sur le point d'être précipité dans le gouffre. En nous penchant, nous vîmes un abîme profond d'environ 1000 stades, absolument terrifiant et extraordinaire, car l'eau se dressait immobile, comme si on l'avait partagée en deux. En regardant autour de nous, nous aperçûmes à droite, à peu de distance, un pont jeté sur l'abîme. C'était un courant d'eau qui reliait les deux mers par leur surface et qui coulait de l'une à l'autre. Alors, nous fîmes force de rame pour nous diriger en hâte dans cette direction et, au prix d'efforts intenses, nous traversâmes, ce que nous n'aurions jamais imaginé. Alors, j'avais cité Putéas. Voilà, la question est de savoir en quoi c'est plus incroyable de voir un gouffre et une crevasse dans les flots, plus que de voir ce trou, cette dépression qui est créée par l'équivalent d'une tornade. Et donc, je pense qu'il y a un jeu aussi littéraire général qui est ce que vous l'avez évoqué, c'est-à-dire plus de l'ordre d'une transposition, une inversion des qualités des éléments, pour reprendre ma casquette de bachelardien, que de la véritable composition d'une hypothèse scientifique sur le changement d'état des fluides, ce qui est tout à fait à la portée des physiciens grecs, de réfléchir sur ça, sur les transformations d'état des éléments, mais qui me semble pas ici à l'œuvre. Ce qui me semble, c'est tout simplement une transposition de qu'est-ce que je peux raconter de plus incroyable. Eh bien, je prends les caractéristiques de la terre ferme et des phénomènes des solides et je les transpose dans les liquides avec une volonté affirmée d'étonner. J'ai oublié de le mentionner, mais Lucien, pour moi, c'est vraiment, je trouve que c'est un personnage fascinant comme esprit. Alors j'avais dit, je voudrais bien être enfermé avec lui, mais j'ai fait mieux. J'ai essayé de me glisser dans sa peau. Donc dans le petit recueil, les futurs des belles lettres, où des auteurs de science-fiction ont essayé d'imaginer ce que serait le bicentenaire des éditions Les Belles Lettres, quand j'ai eu à rédiger moi-même la petite introduction à leur texte, eh bien, je me suis imaginé dans la peau d'une intelligence artificielle qui aurait tout appris des textes de Lucien. Voilà. Et donc c'est ce jeu des transpositions et même ensuite de prendre, voilà, est-ce que les auteurs de science-fiction, quand on leur donne ce défi, eux-mêmes se prêtent-ils à juste c'est un prétexte pour un divertissement pour eux, ou essaient-ils de nous transférer un message? À vrai dire, ils font les deux à la fois, ils sont malins. Alors cette glace, enfin cette eau qui devient solide, ça m'évoque, juste en y pensant, ça m'évoque un roman d'un auteur qui s'appelle Kurt Vonnegut, qui s'appelle Le berceau du chat, dans lequel il invente une glace particulière qu'il appelle la glace 9, comme 9, comme le chiffre 9, et c'est une forme de glace, de l'eau donc solide, mais qui reste solide à température ambiante. Alors c'est assez embêtant parce que si on met de la glace 9 en contact avec de l'eau liquide habituelle, l'eau liquide se solidifie. Et très rapidement, le premier cristal de glace neuve qui apparaît solidifie les eaux terrestres, évidemment, avec quelques conséquences fâcheuses. Donc c'est assez marrant. D'ailleurs, incidemment, pour la glace et pour l'eau, les différents états de l'eau et de la glace, ça s'appelle le diagramme de phase de l'eau. Et c'est assez fascinant de voir la complexité, en fait. Et donc là, finalement, c'est une transposition peut-être hardie, mais une transposition de ce qu'on comprendra plus tard dans la physique des matériaux, être toutes les subtilités des transitions de phase entre les différentes formes pour un matériau donné, comme l'eau par exemple. Et enfin, nous terminons avec un extrait très amusant qui provient de l'Icaroménipe, toujours de l'ami Lucien. L'ami. Ce que tu dis là est totalement incroyable et incohérent. Il y a un instant, Ménippe, tu cherchais à voir la Terre réduite à des proportions minuscules par l'espace qui t'en séparait, et si le colosse ne t'avait servi de repère, tu aurais peut-être cru voir autre chose. Alors comment, maintenant, devenu soudain une sorte de lincé, distingues-tu tout ce qui est sur Terre, humain, bête, et, pour un peu, les nids des moustiques? Ménippe. Excellent rappel à l'ordre. J'aurais dû commencer par là. Je ne sais pourquoi je l'ai omis. En effet, si j'avais vu et reconnu la Terre elle-même, je n'étais pas capable d'en observer davantage en raison de la hauteur. Ma vue était trop faible. La chose me chagrinait fort et me plongeait dans un grand embarras. Or,
Comme j'étais découragé, et presque en pleurs, surgit derrière moi le philosophe Empédocle, noir comme un charbonnier, couvert de cendres et tout rôti. Quand je le vis, je fus un peu effrayé, je dois le dire, et je crus voir quelques démons lunaires. Et lui, de me dire « Rassure-toi, Ménippe, je ne suis pas un dieu, pourquoi me comparer à un des immortels? Je suis Empédocle, le physicien. » Quand je me fus précipité volontairement dans les cratères, la fumée me souleva hors de l'Etna et me porta jusqu'ici. À présent, j'habite la lune, je marche couramment dans les airs, je me nourris de rosée. Donc, me voici pour te tirer de l'embarras où tu te trouves aujourd'hui. Ce qui, à mon avis, t'attriste et te tourmente, c'est de ne pas voir nettement ce qui se passe sur terre. « Ah !» m'écriai-je, « tu es mon bienfaiteur, excellent Empédocle. Dès que mon vol me fera redescendre en Grèce, je n'oublierai pas de répandre une libation en ton honneur dans ma cheminée et de t'invoquer au Nouménie en ouvrant 3 fois la bouche vers la lune. »« Par Endymion, dit-il, je ne suis pas venu pour être payé de retour. Mon cœur s'est ému quand j'ai vu ta tristesse. » Je ne m'étais pas encore éloigné d'un stade que la lune me dit d'une voix de femme « Bonne chance, Ménippe. Rends-moi un service auprès de Zeus. »« Tu peux parler, dis-je. Ce n'est pas une charge si je n'ai rien apporté. Transmets donc de ma part à Zeus un message qui n'a rien de difficile et une requête. Je suis las, Ménippe, d'entendre les philosophes ne cesser de tenir des propos affreux. Ils n'ont d'autre souci que de poser des questions indiscrètes à mon sujet. Qui je suis, quelle est ma taille et pourquoi je me coupe en deux ou deviens bossu, les indices que je suis habité, d'autres suspendus au-dessus de la mer comme un miroir. Chacun m'attribue tout ce qui lui passe par la tête. Pour finir, ils disent que ma lumière elle-même est volée et bâtarde et vient d'en haut, du soleil. Ils veulent sans cesse m'opposer à lui, mon frère, et créer la zizanie. Car il ne leur a pas suffi de prétendre à propos d'Hélios lui-même qu'il est une pierre et une masse incandescente. Texte extraordinairement riche par rapport à notre propos, où on voit Lucien s'emparer d'éléments. Alors savoir que dans la composition d'une bonne fiction, il faut mêler le vrai au faux, donc s'emparer de certains éléments qui sont de l'ordre des spéculations les plus rationnelles et cultivées de son époque, mais les mêler de façon fort plaisante et ironique avec des superstitions et avec des figures mythiques. Donc on retrouve le personnage d'Empédocle, qui a plutôt un beau rôle, je trouve, ici, par rapport à ce que Lucien fait commettre aux philosophes en général. Alors il y a la légende d'Empédocle, vous connaissez certainement, qu'il a fini sa vie en se jetant dans l'Etna, qu'il aurait laissé la trace de sa sandale. Et donc là, on sait que ça s'est pas si mal fini pour lui, puisque en fait, il s'est retrouvé sur la Lune, hein. Donc un peu rôti quand même. Un peu rôti quand même, pas en très très bon état, mais de façon plaisante, on le trouve. Et alors on comprend pas très bien, mais il a trouvé un moyen ensuite pour permettre à Ménippe de regarder la Terre avec Lucien ne s'embarrasse pas de nous expliquer par quel prodige ensuite Ménippe arrive à distinguer jusqu'à les nids de moustiques, alors qu'avant il ne distinguait que le colosse de Rhodes depuis la Lune, hein. Bon, ce qui est impossible dans les deux cas. Voilà, on est d'accord. Et puis juste après ça, la Lune, donc voilà, il y a un aspect mythologique qui est personnifié, avec un raisonnement qui en appelle autant au plaisir de divaguer, d'ailleurs, qu'à finalement une interrogation assez scientifique. Qu'en est-il de la Lune? Voilà. Oui, exactement. D'ailleurs, les hypothèses qu'il donne, alors c'est assez marrant parce que la Lune elle a sa lumière qui vient du Soleil, bon, ça on l'a quand même compris grâce aux phases de la Lune, mais que la Lune aurait des bosses, alors ça c'est un point intéressant parce qu'on a longtemps quand même pensé que la Lune relevait le monde lunaire, supralunaire de la Lune et au-delà, relevait du 5e élément, relevait donc de lois finalement qui n'étaient pas celles des 4 éléments terrestres, la terre, l'air, l'eau et le feu, donc il y avait des lois terrestres et sublunaires et puis des lois différentes pour le monde supralunaire. Et l'observation de Galilée, que Galilée fait de la Lune pendant l'hiver 1609-1610 avec sa lunette,
la première observation instrumentée du ciel, autre qu'avec les yeux nus, et quand il braque sa lunette en particulier vers la Lune, il y voit ce qu'il appelle des montagnes, des ombres, et donc il en déduit qu'il y a des montagnes, et dans ces mots, enfin dit en italien mais traduit en français, que la Lune est terreuse, que la Lune a des propriétés communes avec la Terre. Et là, ça nous ramène un peu à notre affaire aussi, parce que le fait de dire que la Lune a des propriétés communes avec la Terre, puisqu'elle a des montagnes, ce qui allait contre tout ce que les gens racontaient auparavant, eh bien, c'est de dire que puisqu'elle a des propriétés communes, alors, en comprenant la Terre, je peux comprendre la Lune. Et par exemple, je peux comprendre que la Lune soit ici un peu sombre et ici un peu claire, tout simplement parce que les matériaux qui la constituent, qui ne sont pas du tout lunaires ou supralunaires, sont bien comme sur Terre. Et bien sur Terre, on voit des surfaces qui sont un peu sombres, des surfaces qui sont plus claires. Et c'est comme ça que Galilée attribue le nom de mer aux surfaces sombres, là où la lumière du soleil frappe la Lune, mais pénètre dans les océans, ce qu'il pense être des océans. Il ne ressort pas, finalement, ressort moins bien de la Lune, et du coup apparaît à nos yeux terrestres plus sombre. Donc là, il y a l'idée que finalement c'est une manière d'équation, la première équation de l'astrophysique, Terre égale ciel, les lois de la Terre et les lois du ciel sont les mêmes, et en comprenant celles de la Terre, alors je peux comprendre le ciel. C'est pratiquement cette observation-là qui fonde l'astrophysique moderne, enfin une des fondations de l'astrophysique moderne, de l'idée que on peut quand même comprendre le ciel même sans y aller, comprendre les règles qui le règlent, qui le gèrent, et les phénomènes qui s'y déroulent. Il y a aussi autre chose qui va complètement dans ton sens, Roland, mais c'est quand on lit Lucien, on doit retrouver un certain plaisir naïf, et là, c'est le plaisir naïf précisément du fait que notre ignorance de ce que c'est vraiment la Lune nous autorise toutes les fantaisies. Et au fur et à mesure que la science progressera et nous apportera davantage de certitudes, en fait, cette frontière est déplacée. Et donc, on la retrouvera sur Mars, puis ensuite on en saura, entre guillemets, trop sur Mars pour que ça reste un asile pour nos rêves, et ainsi de suite. Et donc, quand on revient à Lucien, on revient à l'aube de ce pari qui est d'aller au-delà du connu, parce que tout simplement, le connu est de part très très spéculatif déjà quand on arrive à la Lune, même s'il y a quelques éléments, comme on l'a dit, qui sont des éléments bien pensés et assez justes sur la Lune. Les philosophes qui estiment que le Soleil doit être quelque chose d'inné, qui a un rapport avec le feu, et que c'est sa lumière qui réfléchit sur la Lune, et que c'est ça qui explique ses phases, ont déjà travaillé. Simplement, ils sont en effet mêlés encore dans un domaine où plein d'autres fictions peuvent s'égayer. Et on a un travail qui est double, parce que à la fois il y a cette idée donc d'aller au-delà des frontières du connu, mais il y a aussi une libération finalement de la fiction qui peut réintégrer en deçà de ce pacte. Finalement, je trouve que ce qui est intéressant avec la science-fiction, c'est qu'elle y gagne quelque chose. C'est que loin d'aller vers une dépréciation de la science-fiction, quand on la regarde avec un regard qui tantôt prend en compte toutes ces virtualités imaginaires pour ce qu'elles sont, et pour par moments ce qu'on appelle aussi l'escapisme, le plaisir de l'évasion, de sortir de la situation ou de voir d'autres choses qui n'auraient jamais pu se réaliser. Ça n'empêche pas aussi d'avoir ce regard, et c'est l'une des seules littératures qui le permettent, ce regard où on s'introduit rationnellement dedans, et ça nous permet justement des expériences de pensée qui ont d'ailleurs ce caractère par lequel je revenais sur les travaux de Fleur Hopkins, sur la différence entre merveilleux scientifique et science-fiction, c'est que souvent il y a des enjeux politiques importants pour l'humanité. C'est la littérature. Dans la science-fiction, c'est clair. On commence à. C'est la littérature qui a un sens maintenant politique. Au meilleur des mondes, par exemple. Enfin, ça, c'est deux œuvres très emblématiques sur ces questions-là. La science-fiction fait partie aussi des littératures politiques, et c'est peut-être même une des seules littératures. Je pense que c'est la seule qui reste. C'est-à-dire qu'à notre époque, les autres littératures apparaissent comme des divertissements bourgeois, comparés à la science-fiction qui continue de poser des questions sur le destin de l'humanité en tant qu'espèce. Et donc sur les grands enjeux écologiques, les grands enjeux civilisationnels, sociologiques, sont posés par la science-fiction, et en gros nulle part ailleurs. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux pour cette exploration que vous avez menée dans un duo parfait, le scientifique et le littéraire se confondant bien souvent dans des références communes, et surtout le frisson intact de la découverte. On pourrait dire que votre duo fait écho à celui de la science et de la fiction, dont un seul tiré suffit à étirer l'horizon, à faire basculer dans le domaine de l'hypothétique, de l'invention et donc du champ élargi des possibles.
Vous avez commencé, Vincent, par nous donner une définition beaucoup plus satisfaisante que la mienne de la science, qui, je le répète ici, désigne une explication rationnelle des phénomènes naturels dans l'espace et le temps. Puis, Roland, vous avez souhaité préciser la définition de la science-fiction en reprenant celle elliptique tout en étant assez exhaustive du grand collectionneur, encyclopédiste et écrivain français Pierre Versin, celle d'une conjecture romanesque rationnelle. En réalité, il n'existe pas tellement d'histoire de la science-fiction, et sa généalogie que vous avez esquissée, Vincent, et je vous en remercie, est très complexe parce qu'ayant de multiples ramifications. Prenons garde surtout aux anachronismes. Si certains auteurs peuvent être considérés comme des précurseurs du genre, c'est uniquement sous un angle récent, voire téléologique. Je pense en particulier à Lucien ou à Cyrano que vous avez cité, mais aussi plus proche de nous à Maurice Renard, qui n'est pas tant un proto-auteur de science-fiction qu'un éminent représentant du merveilleux scientifique, un genre à part ayant connu un âge d'or en France de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Si le grand public connaît mal ces catégories, c'est sans doute qu'elles ne sont pas ou très peu enseignées à l'université en France, alors qu'elles bénéficient aux États-Unis d'une vraie reconnaissance. La science-fiction voisine ainsi avec des catégories différentes au sein de ce que l'on appelle la littérature de l'imaginaire. Et j'ai beaucoup aimé, Roland, la parabole du chat qui permet de distinguer la fantaisie, le fantastique et la science-fiction. Disons que si l'on devait partir d'un trait distinctif concernant la science-fiction, ce serait celui d'un cadre rationnel, fondé sur les avancées de la recherche scientifique et sur leur anticipation. La science-fiction a le souci du plausible et donc d'une forme de réalisme. Elle justifie ses procédés, dévoile ses rouages internes, je dirais même qu'elle laisse parfois toucher du doigt sa mécanique. Ce qui explique d'ailleurs que certains auteurs de science-fiction, notamment ceux qui appartiennent à la hard science ou hard SF, soient eux-mêmes des scientifiques de formation. Si la fiction se nourrit de la science, elle la nourrit également à son tour. Pourquoi ? Parce qu'elle comporte une dimension spéculative qui lui permet d'aller à la conquête de champs négligés par la science, qui est, elle, forcément contrainte, voire conditionnée, par des déterminismes divers, y compris sociaux et politiques. Cette grande liberté donnée par la fiction lui permet de dépasser les frontières du monde connu, dans l'espace et le temps, et de nous donner des outils mentaux fondamentalement neufs pour repenser notre monde. Elle fait œuvre de décentrement et en cela une réelle utilité, que les deux exemples donnés par Roland à propos de la bombe atomique a démontré de manière très convaincante. Elle propose une expérience de pensée inédite des conséquences sociales et politiques des innovations scientifiques et technologiques. De ce point de vue-là, je crois pouvoir dire avec nos deux invités que la science-fiction est un, si ce n'est le terreau le plus fertile pour affronter les enjeux politiques d'aujourd'hui ou de demain. Cela tient à une autre caractéristique de la science-fiction sur laquelle j'aimerais conclure. Elle a le grand mérite de ne pas avancer masquée. En effet, la science-fiction interroge aussi notre rapport au vrai, qui est au centre de la démarche scientifique, comme on l'a vu avec Étienne Klein et François Cassine-Géna. Bien souvent, elle noue une intrigue à partir d'éléments réalistes, donc vraisemblables, sans toutefois jamais briser le pacte avec le lecteur, selon lequel il se situe dans le domaine de l'imaginaire, donc du faux. Elle lève notre incrédulité à la manière très amusante de Lucien, cet auteur dont vous avez entendu quelques extraits, qui ne cesse de tourner en dérision les philosophes, ou plutôt les physiologues de son temps, dans le sens que lui donne Aristote de ceux qui étudient la physis. C'est notre rapport surplombant vis-à-vis du monde qui est ici mis en déroute avec humour. La connaissance est certes infinie, mais nos erreurs aussi sont infinies. La fiction, dans la science-fiction, joue avec les codes du rationalisme scientifique pour ne jamais se départir de son aspect purement récréatif et ludique, donc gratuit. En un mot, comme l'a si bien dit Vincent, elle offre un asile à nos rêveries. Si la fiction et plus largement la littérature aident la science à se penser, qu'en est-il de la philosophie ? Passons, s'il vous voulez bien, de l'invention à l'entendement, de l'imaginaire à la contemplation des idées dans un prochain épisode avec Vincent Lebier et Michel Bidbol, qui partagent une même inclinaison pour la philosophie et les sciences et ont même décidé de les réunir.